Salut à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec de nouvelles personnes, de nouveaux entrepreneurs qui vont nous partager leur aventure entrepreneuriale et leur entreprise. Aujourd'hui, je me retrouve avec Niroshi et Mitula qui vont me partager un petit peu leur parcours et qui vont me parler de leur entreprise. Super contente de vous retrouver sur cette vidéo et de pouvoir vous interviewer. On est contente aussi. Merci. Ouais, hyper honorée. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, parler de votre parcours scolaire individuellement et professionnel, comme ça permet un petit peu de vous connaître un petit peu, parce que de toute façon en général, notre parcours scolaire impacte beaucoup un peu le type d'entreprise qu'on crée après, plus ou moins. Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu chacune? Ok, bah, moi c'est Niroshi. Du coup, je suis la plus grande des sœurs. Alors moi j'ai fait un bac littéraire, donc c'est remonte au bac littéraire, parce que j'étais pas très douée avec les chiffres. Ensuite, je me suis orientée, j'ai fait une année de prépa aussi littéraire. Après, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. Et après ma licence, je me suis dirigée vers le marketing, donc un master en marketing et communication spécialisé dans le luxe. Et voilà, après mon diplôme, du coup, je travaillais en agence de marketing. Mais j'avais un peu une préférence pour le e-commerce. Du coup, je me suis plutôt orientée dans le e-commerce. Donc, j'ai travaillé d'abord en agence, puis chez Showroom Privé pendant 3 ans. Et après, dans une petite structure qui s'appelle Bar Solutions. Et donc, c'est un site e-commerce qui vend des équipements pour les bars, hôtels, restaurants. Okay. J'ai fait 3 ans là-bas en tant que responsable commercial. Trop bien. Et toi, du coup? Du coup, moi, c'est Mitula. Je suis la plus jeune, j'ai 27 ans. Moi, bac S, parce que contrairement à elle, j'aimais bien les chiffres. Tout ce qu'on a fait, je pense qu'on a eu deux parcours hyper différents. Donc moi, j'ai adoré les chiffres. Et après, du coup, j'ai fait une prépa économique et scientifique pour intégrer une école de commerce. Et du coup, j'ai intégré une école de commerce et j'ai fait un master en finance pour rester dans les chiffres. Du coup, un master en finance à l'EDEC. Okay. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup d'expérience parce que moi j'ai été diplômée en 2018. Okay. Donc j'ai eu pour le coup deux bonnes expériences. 2 ans d'expérience. Du coup, je suis partie directement aux États-Unis après mes études. Trop stylé. Où j'ai fait 18 mois de VIE en fait. C'était par choix ou tu savais dès le départ que tu voulais partir à l'étranger après, ou c'était juste l'opportunité qui Non, moi j'ai toujours voulu partir. J'adore voyager. Je suis déjà partie pendant ma césure, j'étais partie aux Philippines, donc aussi pour un stage dans la finance solidaire. Okay. Et après, j'ai toujours voulu aussi repartir. Après, mon rêve, c'était les États-Unis. Et du coup, j'ai réussi à décrocher un job là-bas. C'était dans quelle ville? C'était à Miami. Waouh! En Floride, au soleil. Chez Pernod Ricard. Chez Pernod Ricard. Waouh, en plus. Donc, une grande entreprise française. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé en fait la liberté que j'ai eue au sein de l'entreprise. C'était un peu, je pense, le facteur qui a fait qu'en rentrant en France, du coup, quelques semaines avant le Covid, j'étais déjà imprégnée, on va dire, de cette culture un peu entrepreneuriale. Et ça a fait un peu le déclic en rentrant en France de vouloir en fait se lancer et pas rester dans une entreprise, quoi. Trop bien. Donc voilà. Donc à part ça, t'as pas d'autres expériences professionnelles après? J'ai fait après le VIE, non, parce que c'était il y a 2 ans. Enfin, en gros, en rentrant, j'ai quand même eu un CDI dans la même entreprise. Okay. Mais ça a duré 4 mois. Donc les 4 mois de période d'essai que j'ai validé, mais que j'ai pas décidé de continuer parce qu'il y a eu cette réflexion en fait, j'ai envie de me lancer, mais je sais pas forcément dans quoi au début. Et je m'étais dit qu'en fait, si je continuais en fait dans mon CDI, je me donnerais pas le temps de réfléchir parce que je faisais du 9h, 20h, 21h et que finalement, après une journée de travail, tu es juste fatigué et tu n'as pas forcément envie de réfléchir à ta vie, quoi. Donc non. Et après, je pense qu'à peine un mois après, Cake Master est arrivé un mois après la démission. C'est quoi, mai, juin? En juin. Ouais. Ok. Juin 2020. 2020. Ouais, exactement. Ouais, okay. Et là, j'aimerais beaucoup faire un petit jeu. D'habitude, je demande aux interviewés de le faire eux-mêmes. Et là, c'est top parce que vu que vous êtes deux, que chacun décrive la personnalité chacune décrive la personnalité de l'autre.
en quelques mots, si tu pouvais décrire ta sœur et vice-versa. Vas-y, comment Ce sera règlement en plus. Ma sœur hyper structurée. Enfin, structurée dans le sens où elle aime bien tout poser à plat, tu vois. Cash. Ok. Des négatifs. Non, franchement, elle bosse beaucoup. La France regarde. Non, elle est grave bosseuse et tout. Elle a des bonnes idées. Mais elle s'éparpille beaucoup. Okay. Après, ça, c'est commun à toutes les deux, je pense. Très énergétique, tout en fonce dedans. Un peu agressive. C'est là comment elle va dire. Agressive. Ouais. Ok. C'est vrai, je le cache pas. Et du coup, pour décrire ma sœur, du coup, c'est un peu l'inverse de moi. Elle est calme. Du coup, c'est un peu nécessaire quand on travaille ensemble. Je pense que du coup, pour le coup, elle n'aide pas forcément les choses et du coup, je note pour elle. Moi, Et elle a besoin d'être guidée, je pense. Et c'est pour ça aussi que ça marche bien, c'est parce que toi, tu prends les choses en main un peu. Ouais, voilà, moi je mets le cadre et ensuite d'un côté elle est beaucoup plus opérationnelle que moi et comme elle dit, en fait, moi des fois je suis plus dans la stratégie, je réfléchis, mais moins dans l'opérationnel parce que c'est moins mon côté. Enfin, moi ce qui m'intéresse plus c'est la stratégie. Donc voilà. Et sinon en termes de personnalité, au final, en gros, c'est la force tranquille. Okay. C'est la force tranquille et finalement, c'est deux personnalités qui sont nécessaires en fait dans une entreprise. Parce que si tout le monde était comme moi, ça ne marcherait pas. Et je pense parce que dans la boîte. Oui, dans la boîte. Oui. Dans une boîte. Si tout le monde était hyper actif et à réfléchir et à pas exécuter, ça serait compliqué. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça marche, c'est que en fait, on se complète vachement et les domaines où moi, j'ai pas forcément envie de plonger ou où je me sens pas douée, finalement elle l'est et vice versa. Pour moi, tout ce qui est comptable, finance, BP et tout, la chance. C'est des choses que j'essaie de comprendre, je comprends, mais j'ai pas envie de mettre le nez dedans, c'est plus elle qui le fait, du coup elle me donne les chiffres et voilà. C'est génial. Oh là là, c'est mon rêve. Parce que moi du coup j'entreprends seule et j'aimerais tellement avoir quelqu'un qui s'occupe de toute cette partie-là. Et c'est vraiment cool que vous soyez complémentaires sur ça, parce que c'est hyper stylé, c'est venu naturellement l'idée de l'association. Avant de rentrer sur tout le comment vous avez fait pour créer votre entreprise et d'où est venue l'idée, est-ce que l'association du coup elle est venue naturellement ou c'est quelque chose que je pense que c'est venu naturellement parce qu'en fait elle du coup elle était à Miami donc en début d'année 2020. Moi j'étais salariée aussi et début d'année je savais que je voulais me lancer aussi. Je savais que je voulais pas être salariée, que je voulais me lancer, je ne savais pas forcément dans quoi. On avait du coup, on partageait nos idées. On avait des idées qui étaient mettre en commun. Enfin, on essayait de mettre en commun des idées et voir ce qu'on pouvait faire avec. Et je crois de janvier à mai, on brainstormait sur des idées, mais qui n'avaient forcément pas un rapport avec Cakemaster. Et du coup, en fait, je crois qu'on avait des idées, on se les partageait et du coup, c'est venu naturellement au final. Ouais, on n'a jamais discuté de qui fait quoi, qui va faire quoi ou quoi, c'était juste on discutait des idées et puis si l'idée était bonne, on s'est lancé et puis après naturellement, j'allais pas lui demander de faire de la finance comme elle allait pas me demander de faire de la logistique, voilà, c'était juste que c'était un peu tacite. C'était nos compétences, on avait des domaines d'expertise en fait déjà, parce que moi j'étais dans l'e-commerce, elle était dans la finance, après elle a voulu s'initier dans tout ce qui était marketing, commercial et tout, communication plutôt, on a pu se répartir les tâches. On m'a jamais demandé est-ce que tu veux être mon associé, tu comprends, on s'est jamais demandé officiellement. Ça c'est trop cool, franchement c'est trop cool quand tu trouves ton associé dans la famille parce que de un tu pars avec quelqu'un que tu connais déjà et c'est plus facile d'appréhender la personne parce que tu sais ses points forts, ses points faibles et juste en fait ça vient naturellement donc ouais c'est ça, t'évites plein de situations. Le process aussi. Et parce que tu connais déjà et tu sais déjà dans quoi tu te lances et voilà. C'est stylé. Et du coup, pour revenir au cœur du sujet, comment vous avez créé l'entreprise et d'où vous est venue l'idée de Cakemaster?
Il y a plein de facteurs, je pense. Ouais, c'est plein de petits trucs. On va dire ça, c'était pendant le confinement, évidemment. Du coup, il y a eu le fait qu'on voulait créer une boîte, qu'on voulait faire un truc. Souvent, tout le monde, en voulant créer une boîte, on veut inventer un truc. Ouais. Et parfois, c'est pas forcément inventer un truc qui va marcher, hein, mais on veut toujours avoir l'idée du siècle. L'idée, quoi. Et du coup, on était un peu dans ce truc, bon, il faut qu'on crée un truc qui n'existe pas, ou en tout cas, à la rigueur, qu'on pensait qu'il n'existait pas. Et puis, il y avait ce truc-là dans un coin. Et après, pendant le confinement, on faisait pas mal de gâteaux. Et en fait, on réussissait pas forcément, quoi. On allait faire des courses, on allait s'équiper. On galérait à faire des courses. On galérait à faire des courses parce que c'était le Covid. Et que comme on voulait faire des gâteaux, enfin, on voulait pas faire un gâteau au chocolat, on voulait faire des trucs un peu plus stylés. Et du coup, il fallait des ustensiles. Et des ustensiles spécialisés, donc il fallait aller un peu plus loin. Il fallait signer son attestation de déplacement à plus de tant de kilomètres. Enfin voilà, tout ça a fait qu'on s'est dit, bon, en fait, on fait tout cet effort-là. Et après, t'arrives, tu réussis pas ton gâteau. Et soit on s'est dit, putain, c'était la recette qui était mal expliquée. Soit des fois, on comprenait même pas. Et du coup, c'était encore plus frustrant de se dire, mais tu sais même pas où est-ce que tu t'es trompé, quoi. Tu t'apprends rien. Pour la prochaine fois, tu sais même pas ce qu'il faudra faire de mieux. Et aussi, quand tu cherches une recette sur Internet, tu as forcément envie de cliquer les 3 premières. Et tu regardes et tu te dis, c'est bon, ça a l'air facile. Parfois, tu te dis, la recette, elle est pas trop longue, donc c'est le mieux. Mais en fait, c'est pas assez détaillé, quoi. Donc, tu fais ton truc et tu te rends compte que c'était pas forcément très bien expliqué. Donc, voilà, il y a eu cette frustration, je pense. Ouais, beaucoup de frustration parce que du coup à la fin, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, t'as plus envie de faire du gâteau parce que tu te dis, t'as quoi que tu fasses, tu foires. Du coup tu te dis, t'as un peu la flemme. Et il y avait ça, et aussi du coup le fait que mon papa aussi soit pâtissier, il a été cuisinier, pâtissier dans des restaurants parisiens. Trop bien. Et en fait lui il peut faire un frisé en 15 minutes. Wow. Okay. Et nous on avait une problématique, c'était la crème chantilly, elle montait jamais notre crème. Elle montait jamais à la main ou non, avec le robot. Je sais pas, quoi. Et une fois, du coup, j'étais chez mes parents et je crois que j'ai essayé de faire 4-5 crèmes, c'est jamais monté. Et mon père il m'a donné une astuce et la crème elle a monté. Wow. Et on s'est dit en fait, c'est des tips qu'il n'y a pas dans les recettes en fait. Ils te mettent pas, mets ton ustensile dans le frigo pour que la crème elle monte. C'est des trucs qu'ils mettent pas forcément dans tes recettes. Et on s'est dit en fait, pourquoi il n'y a pas un kit? Tu prends pas la tête, tu ouvres le kit et tu sais que ton gâteau tu vas le réussir et tu vas faire un gâteau bien et bon et stylé, tu vois. Et du coup, on s'est dit on allait aider des siècles. Évidemment. Et là, on commence à regarder sur internet et tout. Et là, on voit que ça existe en fait. Ça existait en France. Des boîtes qui existaient depuis 2016-2017, une ou deux. Mais elles n'étaient pas forcément sur le même créneau. Enfin, en gros, c'était pas des boîtes pour nous. En gros, c'est des kits pour des personnes qui étaient déjà expérimentées en pâtisserie et qui voulaient reproduire des gâteaux un peu gastronomiques, en format individuel, dessert luxe et tout. Et nous, c'est parce qu'on voulait, parce que nous on était nuls, donc on voulait pas faire des gâteaux de chef. Et à côté, tu avais des boîtes pour des gâteaux pour les enfants, plus dans tout ce qui est décoration en sucre, en pâte à sucre, des choses comme ça. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc vous avez remarqué directement un petit peu, comment vous pouvez vous démarquer par rapport à soi, au début, je pense qu'au début, non, on a décidé de se lancer tête baissée. Et c'est après qu'on a découvert les concurrents. On l'a pas découvert avant de se lancer, quoi. Mais c'est quand on faisait l'étude de marché et que on devait faire le positionnement et tout, on s'est rendu compte, mais ça ne nous a pas découragé. En fait, on s'est dit, en soi, s'il y a des gens qui sont là, c'est qu'il y a un marché, quoi. Et on s'est dit qu'on n'a rien inventé, quoi. Et c'est dire, juste trouver notre positionnement, quoi. Et du coup, quand vous avez eu l'idée, à partir de ce moment-là, est-ce que vous vous êtes dit, directement, on va constituer le produit, ou est-ce que vous avez commencé à toute la partie un peu plus théorique, ok, on va construire le business plan, on va construire ça, on va faire les études de marché on a fait une étude de marché. Directement après. Ouais, on a fait une mini-étude des concurrents, de aussi ce qu'il fallait en fait, comment tu vends, est-ce qu'il faut un site, est-ce qu'il faut un magasin, où est-ce que je trouve les produits, vraiment tout ce qui est sourcing aussi, comment en fait le projet peut se construire. Et tout ça, vous l'avez fait par vous-même, vous étiez accompagné, vous aviez déjà les notions pour réaliser les études? L'étude de marché, non, on l'a fait nous-mêmes. C'était pendant l'été, on a fait un truc assez simple juste pour, en gros, avoir une présentation et faire ça. Après, en fait,
on a commencé à écouter des podcasts et tout, où ils nous disaient, bah voilà, il faut voir s'il y a un marché ou quoi, balancer une landing page, voilà, vous mettez un message et vous voyez s'il y a des gens qui répondent et tout. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, on a créé une landing page où on a juste dit, bah, on a ce concept-là, on a besoin de 15 testeurs pour recevoir un kit du coup gratuitement pour attirer un petit peu. Voilà, et en gros nous c'était notre étude de marché pour le coup parce qu'on allait quand même envoyer 15 kits, on s'est dit on envoie 15 kits, on voit ce que ça donne et tout et du coup on a pris quand même on avait pris du temps à concevoir le premier kit et du coup on a réussi à avoir ces 15, je pense qu'on avait même eu 30 et du coup on a trouvé 15 personnes à qui on a envoyé, du coup on leur demandait un retour. On les a appelés, on a eu des mails, on a eu des photos et on a essayé de voir qu'est-ce qui allait ou qu'est-ce qui allait pas. Et comme ça s'était très bien passé et qu'on a eu des très bons retours et un peu des échanges sur comment est-ce que c'était bien expliqué ou pas, on s'est dit ok on va essayer de le sortir quoi, mais de façon on va dire plus officielle avec un site et en amont en fait on a créé une petite page Instagram où on a du coup début c'était forcément les amis d'amis quoi et où on racontait un peu on montrait les gâteaux qu'on foirait, du coup on montait que des gâteaux moches et en fait c'était un peu le teasing, dire ok regardez on est nul et là bam on sort un gâteau trop beau et comment c'est possible parce qu'on en gros on s'améliore, on fait un kit et tout et voilà c'était un peu le truc, c'est comme ça que ça a commencé et au tout début c'était vraiment notre réseau en fait, nos amis. Enfin, l'étude de marché on l'a balancé sur Facebook, mais comme en plus il y a 2 ans Facebook c'était encore là quoi. On utilisait encore beaucoup Facebook et du coup on avait posté des messages et je pense que pour l'étude de marché on avait reçu genre 350 réponses et c'était que des gens qu'on connaissait quoi. Enfin c'était vraiment amis et amis d'amis quoi. Ce que je trouve trop bien, c'est que vous avez du coup testé directement votre idée avant même de la lancer, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, et je pense que même moi au tout départ, je m'étais lancée j'avais l'idée, pareil on se dit tous qu'on a l'idée du siècle et qu'elle va être géniale, et plutôt que de commencer vraiment à tester, on reste vraiment dans le théorique, on fait l'étude de marché, on dit ouais elle est trop bien on en parle à personne, alors que vous directement vous avez eu l'idée, vous avez essayé de la tester avec des personnes. Ouais en fait nous c'est juste en écoutant les podcasts en fait on écoutait je sais plus comment il s'appelle le podcast on écoutait un podcast où il disait en fait ça sert à rien imaginez qu'on prend 6 mois à développer un truc et qu'on va mettre beaucoup d'argent dessus et qu'au final personne il nous dit juste qu'en fait nous on voyait plus la recette comme ça au lieu de la recette comme ça c'est 6 mois de gâchés quoi. C'est ça. Et là en fait c'était c'est quand même 1 mois et demi mais grâce à plein d'astuces et tout, en gros, un site aujourd'hui avec Shopify, on a réussi à le faire en 2 semaines. Après, voilà, pendant 2 semaines, on s'est mis à fond. Nous-mêmes, on a appris des trucs, mais ce qui fait qu'en fait, le fait de se donner un timing, de se dire tant qu'on n'a pas testé ou en gros, tant qu'on n'a pas de preuves, en fait, on va pas aller plus loin, quoi. C'est très après je sais pas si c'est lié avec ton séjour aux US, mais c'est très américain, ça c'est pas du tout le mindset français, parce que je crois qu'ils ont ça, ils appellent ça le test and learn. C'est vraiment juste les Américains en général quand ils ont un projet d'entreprise, ils peuvent aussi il y a même pas de prasse qu'en France, ils peuvent directement tester l'idée et ensuite petit à petit ils peaufinent et là ils créent un produit vraiment vraiment cool. Alors qu'en France en général on dit ouais t'as ton idée d'entreprise, est-ce que t'as le business plan, est-ce que t'as ça, alors que faut déjà tester s'il y a un marché pour moi et c'est vraiment la meilleure manière de se lancer. Si tu prends du temps à développer ton produit et qu'au final ton produit il plaît pas, t'as perdu du temps et de l'argent aussi. Donc autant se lancer dès que t'as l'idée et puis aussi peaufiner. C'est ça. Avec les retours clients parce que du coup tu les inclus dans ton process et du coup ça les engage plus. Et justement, pour parler un petit peu du processus de création de cette box, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, là bientôt vous allez lancer une nouvelle box, c'est ça? Et quel est le processus, comment est-ce que vous faites pour vous dire ok, de l'idée jusqu'à la box finale, quelles sont les étapes que vous avez un petit peu pour créer une nouvelle box? En fait, nous on a déjà on peut pas mettre toutes les recettes, on a un cahier des charges qui est assez précis et contraignant parce que pour que notre produit soit utile, il faut que la majorité, voire plus de 80%, c'est ce que nous on veut, des ingrédients soient dans la box. Parce que comme on peut pas donner d'ingrédients frais, il faut qu'en fait on trouve des recettes où il y a le moins d'ingrédients frais possible, mais tout en diversifiant des recettes, en donnant aussi des fruits par exemple, des recettes fruitées et contourner peut-être certaines contraintes.
Donc déjà, premièrement, en fait, on a toujours ce truc à avoir en tête. Et puis après, nous, en fait, on part surtout sur des recettes que tout le monde connaît, en fait. On va pas aller chercher, on essaye de pas aller chercher, enfin, on va pas créer des recettes parce que nous, pour l'instant, on n'est pas pâtissière. Et en fait, on part toujours du truc que tout le monde connaît, que tout le monde aime, et on essaye de voir si on peut rendre ce truc accessible et facile. Ok. Donc premièrement, c'est le choix de la recette. Après Après, du coup, on va sourcer les ingrédients, voir donc ok, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients, où est-ce qu'on peut se fournir, parce que du coup, nous, on cherche des ingrédients qui ne sont pas forcément accessibles aux particuliers. Okay. Donc on propose des découvertes. Donc c'est par exemple la farine qu'on utilise ou le sucre, c'est pas du sucre que tu vas retrouver en supermarché dans le rayon farine. C'est plus des ingrédients utilisés par le B2B, donc les pâtissiers professionnels, les restaurateurs, des choses comme ça. Et ça, au niveau du goût déjà du gâteau, ça change énormément. Il y a une grande différence, surtout par rapport au chocolat, la levure. Du coup, la qualité est meilleure. Ouais. Et du coup, ça, c'est une des valeurs ajoutées de notre kit, c'est qu'on propose de découvrir des produits que tu n'as pas l'habitude d'acheter. Enfin, visuellement, ça a l'air pareil, mais en termes de goût, ça change beaucoup. Donc, c'est ce travail de sourcing-là qu'on fait. Ensuite, on met aussi des ustensiles. Donc, on essaie de prendre des produits qui ne vont pas coûter trop cher non plus au client final. Donc, les astuces que nous on a, c'est par exemple pour le napolitain, c'est d'avoir des moules, je crois que je t'ai montré, en papier cuisson. Yes. Et on en met 3. Pourquoi ? Parce que comme il y a 3 couches et que une génoise par exemple c'est 15 minutes de cuisson, au lieu de faire 15 x 3, ben, tu fais 3 x 15 en une seule fois. Vraiment faciliter la réalisation. Et après on propose aussi des vrais ustensiles en inox. Et pareil, on essaie de négocier les prix, d'acheter en gros pour que ça pèse pas trop dans le coût du produit final. Ça c'est trop bien parce que je savais pas qu'il y avait des ustensiles avec, parce que du coup t'as pas besoin, je sais que la pâtisserie tu peux vite finir avec plein d'ustensiles chez toi et on n'a pas forcément tout ça. Et là c'est trop cool que tu aies vraiment la totalité des ingrédients, des ustensiles, t'as vraiment tout dans le kit. Ouais, c'est vraiment pensé pour des gens comme nous. Enfin, il y a 2 ans, on était chez nous, on n'avait pas beaucoup d'ustensiles, on n'avait pas envie d'investir. Parce qu'on sait que nous on n'est pas, c'était pas notre passion la pâtisserie, donc on n'a pas forcément envie d'investir toujours dans des moules différents et tout. Donc c'était vraiment pensé en fait pour faciliter la vie des gens et pour leur apporter vraiment un bon moment. Trop bien. Du coup, une fois que vous savez quelle recette vous voulez créer, vous faites le sourcing des ingrédients. Il y a une partie communication et une partie création visuelle. Comment ça se passe? Avant ça, il y a déjà une partie de test en fait de la recette. Parce que, en gros, nous, notre promesse, c'est que la recette elle soit inratable. Du coup, en gros, nous, on va tester plusieurs fois, et on va faire tester par d'autres gens. Et en gros, il y a déjà tout un process de valider la recette, en fait. Et juste une question, les gens, vous les choisissez sur votre Instagram ou c'est juste de la famille, des proches? Au début, c'était notre famille. Et maintenant, on essaye d'élargir le process et de prendre des gens qu'on ne connaît pas pour faire vraiment tester la recette, en fait, en elle-même et améliorer, quoi. Ouais, et même, on fait même deviner la recette, des fois. Des fois, ils ne voient pas le visuel, on leur fait goûter, il faut qu'ils devinent ce que c'est. Donc, s'ils devinent, c'est qu'on a tout gagné. C'est-à-dire que si on vous suit sur Instagram, on aura peut-être la chance de tester Peut-être. Ok, trop bien. Abonnez-vous. trop bien. Mais ouais, du coup, et après, toute une partie de. Nous, dans notre recette, en fait, on a une fiche recette et en fait, on a un tuto vidéo. Et du coup, c'est élaboré. Bon, tout ce packaging est en train de changer. Donc, on est en train de travailler dessus. Mais voilà, il y a toute la fiche recette. Donc, c'est écrire ensuite de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, même un enfant. Et ensuite, un QR code qui amène sur une vidéo. Donc, ensuite, c'est faire le tuto vidéo. Donc pareil. Mais tout ça, en amont, comme il faut qu'on maîtrise la recette et que c'est notre promesse là, il y a tout un travail en fait, on fait la recette dans tous les sens. On essaie de voir qui comprendrait comment pour faire toutes les erreurs possibles, en fait. Et c'est ce qu'on dit, en fait. On dit, on rate pour vous. Et puis, et on vous donne la recette inratable, quoi. Et c'est vraiment ça le process. Et voilà, donc aujourd'hui, on a 6 recettes en tout. Et l'idée, c'est que nous, on aimerait bien qu'un pâtissier nous rejoigne aussi pour que la personne, en fait, s'occupe exclusivement de faire les recettes et que nous, on puisse développer l'entreprise du côté opérationnel. En fait, nous, on resterait quand même les premières testeuses. Ok. Et voilà, ensuite, on s'occupe vraiment de la partie commercialisation, communication
Non, ça c'est bien, parce qu'au final, c'est le fait que vous soyez des personnes lambda qui donne la confiance aussi au niveau des box. Parce que si on se disait que c'était des pâtissiers qui réalisaient toute la totalité des box, bah, on aurait moins confiance parce qu'on se disait, bon, ils ont déjà la technique, nous on ne l'a pas forcément. Et c'est cool que vous gardiez un petit peu ce lien avec la création du produit, parce qu'on sait que bah, vous avez toujours le côté novice, et même si vous vous faites accompagner par un pâtissier, il aura la technique, vous aurez le côté amateur et ça pourra vraiment créer un kit simple pour nous les amateurs aussi à utiliser. Exactement. En fait, c'est de dire, en gros, c'est plus le pâtissier, c'est pour les associations aussi de goût et d'avoir des nouveautés sur ce côté-là. Et puis quand il y a de la technique, c'est de nous dire, bon, est-ce qu'on considère ça comme technique ou pas, parce que est-ce qu'on se dit que bah, les clients vont avoir la flemme ou de se dire juste est-ce que parce qu'on a aussi une contrainte de temps dans le sens où nos kits on ne dit pas que c'est des recettes à faire pendant 3-4 heures quoi. Donc il y a aussi toutes ces contraintes et je pense que en fait aujourd'hui on a besoin de travailler avec un pâtissier pour proposer en fait on peut continuer à faire comme on fait, mais si nous on aimerait bien proposer plein de recettes en fait avoir vraiment une banque de recettes diverses et variées pour matcher tous les goûts. Et en fait, du coup, pour avoir, on va dire, ce choix, c'est là où on a besoin d'un pâtissier pour développer plein de recettes et aller plus vite en fait en termes de choix donnés aux clients. Est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez créer une entreprise dès le départ, ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous avez quand même déjà repéré cette fibre entrepreneuriale-là avant de créer cette entreprise? Ou c'est vraiment venu sur le coup, vous vous avez dit, ok, on a une bonne idée, on va lancer? Parce qu'en soi, même si vous avez l'idée, ça fait quand même peur, on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je pense que ça... Peut-être que vous avez eu quelque chose dans votre parcours qui vous a rassuré pour vous lancer, ou pas du tout? Alors moi, non, je ne me voyais pas du tout entrepreneur. Jusqu'à peut-être quelques mois avant d'avoir l'idée, en fait, justement, comme j'étais dans une petite boîte, on n'était pas beaucoup, on était 2 ou 3. Ah ouais, c'est très petit alors. Très petit. Donc je faisais quasiment tout, sauf que c'était pas ma boîte. J'avais juste pas l'argent, quoi. Mais en vrai, je m'occupais quasiment de tout, je voyais un peu tout ce qui se passait et tout, et je me suis dit, en fait, demain, si je ouvrais ma boîte, j'ai un peu les compétences pour gérer telle ou telle chose. Et c'est là que c'est venu l'idée, mais quand il y a 3-4 ans, je pense que jamais je me voyais carriériste, mais pas entrepreneur. Moi aussi, en vrai, pareil, parce que moi j'ai fait une école de commerce, il y avait un parcours entrepreneurial, je ne m'y suis jamais intéressée, donc je pense que j'étais pas du tout dedans. Enfin, pour moi, c'était justement, si t'as pas l'idée, tu peux rien faire, quoi. Et je suis tombée en finance, donc rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et non, après, je pense que je m'étais toujours dit, je ferais un truc, mais plus tard, c'est-à-dire à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Après, je pense que c'est l'éducation aussi qui a fait ça, parce que nous, ce qu'on disait après, c'est qu'on a des parents qui sont immigrés. Et donc, ils nous ont toujours dit qu'il faut faire des bonnes études, il faut faire un bon boulot, il faut un CDI pour réussir. Et du coup, nous, on a toujours grandi comme ça. Donc, pour nous, le CDI, c'était le Graal, tu vois. Donc, entrepreneuriat, c'était pas forcément une option qu'on envisageait. Mais après, on a notre père à côté, qui est entrepreneur en fait, qui était cuisinier avant pendant 15 ans, 20 ans. Et ensuite, ça fait encore 20 ans maintenant, 15 ans, pardon, qu'il a ouvert un premier commerce alimentation générale. Donc c'est quand même un entrepreneur. Et depuis, il a acheté plein de petits locaux et tout, il développe son activité. Donc en fait, notre père, il a son côté entrepreneur. Par rapport à ça, est-ce qu'il vous a encouragé quand il vous a dit que vous allez vous lancer dans ça, ou c'était vraiment non, je connais, franchement, ne le faites pas il ne nous a pas découragés. Il nous a pas découragés, mais... En gros, il ne nous a pas encouragés non plus. C'était plus ok. En gros, moi, il me dit tout le temps, c'est pas un jeu, quoi. Fais attention, c'est pas un jeu. C'est du sérieux. En gros, ça va être dur et tout. Tant qu'il ne nous décourage pas. Donc, mais c'est plus, il sent que ça va peut-être prendre du temps. Au tout début, il ne comprenait pas forcément le concept et ils disaient mais pourquoi vous vendez qui va acheter des ingrédients pour un vrai truc, et en fait ils comprenaient pas forcément et ils disaient mais c'est quoi ce truc, en gros ça n'existe pas,
Et tu peux pas vendre ça, quoi. Et au fur et à mesure, quand on s'est développé et qu'on a eu, lui, il a eu des échos de ce qu'on faisait par d'autres personnes qui lui ont dit c'est vraiment cool, c'est une innovation. Ça, les parents, j'ai l'impression. Et après, il a dit ah, mais ça a l'air bien. Donc, non, il me disait, moi, j'ai parlé à telle personne, il a dit c'était bien. Ouais, c'est ça. Non, franchement, moi, ma mère, pareil, genre, je lui dis, je lui explique ce que je fais, et même quand j'ai des réussites et tout, je lui dis, je suis trop contente, j'ai fait ça. Pour elle, c'est ok. Mais quand d'autres personnes lui disent que c'est validé, là, c'est bien ce que tu fais. Waouh. Donc, mais franchement, c'est courageux quand même de vous être relancé, et en particulier, sachant que vous avez, surtout toi, parce que tu débutais ta carrière, ça fait peur au final de dire que tu vas faire différemment de ce que je pense que tes camarades de classe ou les gens qui ont eu ton parcours. J'ai toujours en fait je pense qu'en fait quand j'ai essayé de tout arrêter, je pense que j'étais juste en vrai de vrai, avec le recul, je pense que j'étais juste je savais pas ce que je faisais, je pense, parce que en gros, en fait, comme je revenais aussi de la vibe un peu US, allez, c'est bon, tout est permis et tout, donc allez, c'est bon, fuck it, quoi. Du coup, je l'ai fait, mais c'est vrai que, oui, quand je parle, en gros, comparé à tous mes camarades de promo, et mes potes aussi, du coup, parce que certains sont mes potes, oui, j'ai forcément l'air d'une intrus, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Et ça, en soi, ce truc-là, j'y pense quand ça va pas et que je doute de Kickmaster, je me dis mais merde, j'aurais continué dans ma voie, j'aurais eu mon petit CDI, j'aurais travaillé. Ouais, au moins t'auras tenté le coup, tu vois. Parce qu'en fait, demain, si ça s'arrête, tu sais que tu vas trouver un autre job et que tu vas continuer ta vie, en vrai. Oui, mais ça, c'est plus ce que je pense quand il y a des moments de doute. C'est quand il y a des moments de doute, là, je on a la chance d'être contente, tu vois, parce qu'elle, du coup, elle a les parents qui nous soutiennent. Mais moi, du coup, je suis mariée, donc moi, j'ai des enfants. En vrai, c'est le travail de mon mari qui fait que on est en train de vivre, tu vois. Donc, j'ai la chance qu'il m'ait dit aussi ok, parce qu'il aurait pu me dire non, mais en fait, on va faire comment et tout, c'est mort, tu vois. Donc, en vrai, on est soutenu aussi derrière d'un côté famille aussi. Je pense que c'est important d'être soutenu quand tu te lances, parce que déjà c'est dur, donc si les gens ne te suivent pas, ça te décourage vite. Moi j'ai eu ça au départ. Moi je suis quelqu'un dès que j'ai envie de quelque chose, je suis très têtue, je me lance et je regarde pas sur les côtés les gens qui pourraient m'aider. Et c'est en rencontrant d'autres entrepreneurs et juste dans mon parcours entrepreneurial de voir l'impact qu'a eu d'autres personnes qui m'a fait valoriser vraiment le fait de bien s'entourer. Et en général, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai rencontré je suis au déterminé parce qu'il y a une investisseuse qui m'a dit de m'entourer. Parce qu'elle voyait que je fais plein de choses, mais en même temps, je le fais pas bien précisément. J'ai besoin d'un retour, j'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir. Et je comprends maintenant le pourquoi s'entourer, l'intérêt de tout ça. Et je pense que si vous avez encore votre famille qui vous soutient dans ça, c'est encore mieux, parce qu'au final, il y a un côté émotionnel que vous n'avez pas quand vous avez juste des personnes extérieures qui vous aident dans votre projet, donc c'est top. C'est clair. Et par rapport à ça, tu m'as dit que tu avais parfois quand tu as des coups bas, c'est là que tu penses pourquoi je me suis lancée dans ça. Mais du coup, quel était justement, est-ce que vous vous souvenez d'un coup bas, d'un coup dur que vous avez eu et vous avez dit bon vas-y ça me saoule, j'ai envie de tout lâcher, ou est-ce que pour l'instant ça va pour vous gérer plutôt? Je pense que ça arrive quand même assez souvent. La semaine dernière. Ça arrive assez souvent. Après, c'est des vagues, comme on dit. C'est montagne russe. C'est exactement c'est montagne russe. Et c'est plus parce que... en fait, c'est... Des fois, ça va arriver sur des petits trucs. Et pourtant, il y a des trucs beaucoup plus graves où on se dit non, mais c'est bon, on va gérer. Ou des choses comme ça. Mais après, il n'y a pas vraiment de raison pure. En fait, c'est plus... je pense que ça arrive souvent quand on se sent dépassé ou quand on se dit même si on est deux, on n'est que deux, ou nous en fait aujourd'hui on aimerait faire plein de choses et on est limité par le fait qu'on soit deux, ou en fait le fait qu'on n'ait pas assez de moyens financiers en fait pour faire avancer le projet, ou en tout cas certaines étapes où on se dit parfois on se dit assez facilement si on avait de l'argent ce serait tellement plus facile. Ça c'est des choses et ça c'est encore plus frustrant de se dire que c'est ça qui manque en fait, c'est dire que ce qui manque aujourd'hui c'est ça en fait, et parce qu'on sait comment on veut faire les choses, on sait comment on veut exécuter, et que c'est ça qui manque. Je pense que c'est ça le plus frustrant, et en fait c'est de se dire en gros c'est d'essayer de voir est-ce que les choses auraient été différentes si on avait eu ça ou ça, quoi. Mais c'est une question qui vient après. Mais du coup, je voulais savoir, aujourd'hui,
vous avez besoin de quoi là pour pouvoir avancer dans l'idéal de votre projet? Vous avez besoin de quoi? Peut-être d'argent, de vous équiper en matériel, d'avoir des employés. Vous auriez besoin de quoi pour aujourd'hui pour faire décoller ou accélérer un petit peu la croissance de votre entreprise de la manière dont vous voulez? Aujourd'hui, c'est de recruter en fait. Du coup, en gros, c'est de l'argent indirectement, mais c'est de recruter pour des besoins spécifiques. Et en fait, c'est vraiment avoir une vraie équipe, une grosse équipe qui bosse dessus, où chacun a vraiment, on va dire, son rôle. Parce que aujourd'hui, on fait un peu de tout. De tout et plus des gens qui sont un peu plus expérimentés dans des domaines que nous on n'a pas. Enfin, du coup, nous on touche un peu à tout, mais on n'est pas vraiment experts dans des domaines, tout ce qui est visibilité, communication et tout. Nous, c'est ce qui nous manque, c'est la visibilité en vrai. Parce que le concept, on sait qu'il plaît. Et là, en fait, on a cherché des gens pour leur parler du Cake Master. Et ça, c'est des choses qu'on fait tout le temps au quotidien. Mais si on avait une personne ou deux qui seraient dédiées dans ça, on sait que ça peut nous faire avancer beaucoup plus vite. Et nous, ça nous permettrait de se concentrer sur justement le développement des recettes. Enfin, en gros, sur d'autres choses en fait. C'est pas recruter pour rien faire derrière. C'est nous se concentrer sur d'autres choses et être moins dans justement parce que en fait, on est tellement dans le quotidien, on fait tellement on exécute, on est trop opérationnel qu'on oublie où est-ce qu'on va en fait et où est-ce qu'on va aller parce qu'on pourrait continuer comme ça tout le temps en fait. Mais il faut à un moment donné, il faut accélérer quoi. Donc voilà, je pense que ce serait plutôt des gens et indirectement de l'argent. Ok. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, s'il fallait relancer Kickmaster là aujourd'hui ou prochainement, qu'est-ce que vous feriez différemment? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites que ok, j'aurais préféré faire ça différemment? Parce que par exemple moi, l'une des plus grosses erreurs que je pense que j'ai faites, parce que je pense que je savais pas que je pouvais faire autrement, c'est de créer mon statut d'entreprise bien avant d'avoir lancé mon entreprise. Je l'ai créé, je crois, 2 ans avant quasiment de vraiment faire marcher mon entreprise et vraiment avoir mon site internet et tout de près. Parce que je croyais qu'en France, vraiment, tu devais tout avoir pour même pouvoir contacter tes fournisseurs et vraiment commencer à travailler. Donc moi, c'est plutôt ça que j'aurais fait différemment. Est-ce que vous avez quelque chose que vous pensez que vous auriez fait différemment avec les connaissances que vous avez aujourd'hui? Franchement, moi je dirais non. Ok. Je sais pas toi. C'est moi, en fait, je pense que. En fait, j'ai souvent l'impression qu'on va pas assez vite, en gros, on a quand même pris 1 an à définir notre cible. Okay. Mais bon, après ça, je pense que ça faisait partie du process. Mais où en fait, le fait qu'en soit notre cible, on savait qu'elle c'était celle-là, mais on s'est un peu voilé la face, je trouve. Okay. À dire qu'en fait, on était persuadés que en fait, on parlait à tout le monde, ou en tout cas à des gens plutôt comme nous, et au final, on s'est rendu compte que c'était plutôt des familles, ou en tout cas des femmes qui étaient réceptives. Et je pense qu'au fond de nous, on le savait, mais on a quand même pris du temps à se dire, ok, c'est ça, et on se focalise dessus, et ouais, en fait, à plus dire, ok, en fait, notre cible c'est ça, et il faut qu'on accepte que notre cible c'est ça, en fait. Ouais, en fait, peut-être se dire qu'en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais. On ne peut jamais cibler tout le monde. C'est difficile quand on commence. Et c'est vrai que peut-être que ça, oui, on aurait pu l'affiner plus tôt. Mais en vrai, tu as toujours envie de tester. Tu as toujours envie de, vas-y, on va voir comment ça se passe. Vas-y, on le fait, on va voir. Et en fait, plus être dans l'exécution, finalement. Après, dans le fond, dans le parcours qu'on a eu, je pense que il était assez riche quand même. En 1 an, il s'est passé plein de choses. Et dès qu'on a eu l'idée, on s'est fait accompagner. Après, on a intégré Station F à la fin d'été, et là ça fait 6 mois à la Station F, et franchement il s'est passé plein de choses entre temps donc Et de toute façon, j'ai l'impression que cette partie ciblage, c'est normal en général quand on commence, et on nous dit beaucoup justement de tester plein de choses avant de savoir. Donc au final, le fait de prendre ce temps-là, tant que vous avez trouvé votre cible finale, je pense que c'est top. Et justement par rapport à ça, est-ce que vous vous êtes fait accompagner, parce que tu as parlé de Station F et de Déterminé, est-ce que vous vous êtes fait accompagner par d'autres structures par rapport à votre parcours entrepreneurial, dans votre parcours entrepreneurial? Non, c'était la première, c'est Déterminé. Ok. Qui du coup. Vous êtes rentrés ensemble? Ouais, et en gros, nous quand on a postulé pour Déterminé, vraiment, c'était un truc qu'on faisait à côté. Et en fait, on a vu, on est passé devant Moussa. Et en fait, il avait plus kiffé le truc, il croyait plus au projet que nous. Et nous, on disait, mais
Enfin, c'était nous, on se dit, mais c'est bizarre. On est Pourquoi sortis, pourquoi il était à fond et tout, enfin, c'était quoi le truc? Et en fait, ça nous a trop motivés. En fait, on s'est dit, ah, ok, peut-être que là, en fait, il y a vraiment En fait, c'est la première fois qu'on voyait le truc d'un regard de quelqu'un qui n'est pas client, mais du coup, qui est aussi, qui voit plein d'entrepreneurs, qui travaille avec plein d'entreprises. Et du coup, le fait d'être confronté à un regard comme ça nous dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Et les 6 mois de déter, en fait, ça a beaucoup changé, nous, enfin, ça nous a changé, nous, quoi. Dans la posture, dans l'ambition et dans le fait de croire déjà à notre projet et en nous. Et ça nous a donné quand même l'ambition d'intégrer Station F. Et on s'est dit, on se sent prête pour le faire, ou en tout cas pour l'intégrer. Et ça tombait vraiment pile après la formation. On a intégré, à peine une semaine après, on a intégré Station F. Donc voilà, et Station F, ça a été une autre dimension parce que on était entouré de startups qui veulent lever des fonds, des choses comme ça. Et ça booste, ça fait peur, ça booste. Et on s'est dit, mais au début, c'était qu'est-ce qu'on fait ici? On s'est dit, mais non, mais en fait, on est au bon endroit. Mais voilà, et ça nous a fait accélérer. En fait, on s'est plus structuré, on a créé des process dans notre entreprise, on a recruté une alternante. C'est ça. Ça vous a poussé à avoir plus d'ambition ou pas? Ouais, clairement. C'est plus se structurer, je pense, vraiment au quotidien, dans l'opérationnel. Ok, il faut qu'on fasse des process, il faut qu'on recrute quelqu'un, il faut qu'on sache où on va, en fait, qu'on pose sur écrit notre stratégie. Ce que tu aimes. Mais en fait, des fois, c'est aussi le truc, c'est que c'est trompeur, c'est que t'as beau le faire, quand c'est pour les autres, tu le fais. Et quand c'est pour toi, comme tu te dis, je sais le faire. Et tu le fais pas, en fait. Et en fait, il faut cette discipline de se dire, quand c'est pour toi. Et en fait, des fois, je me dis, en gros, quand t'as un travail, t'es là à 8h, tu vas te réveiller parce que tu sais qu'à 9h, il faut que tu sois au travail et tu vas être discipliné pour quelqu'un d'autre. Et au final, pourquoi on n'est pas aussi discipliné quand c'est pour nous, alors que c'est d'autant plus important. Et on se dit, on est discipliné pour quelqu'un d'autre, alors que c'est pour nous qu'on devrait être d'abord la première disciplinée, quoi. Donc, c'est des choses, en fait, qui nous... Station F, ça nous a permis de faire tout ça. On est allé voir beaucoup plus nos clients, on s'est dit vas-y on va faire des marchés, on a fait une petite première collab avec Carrefour et c'est en faisant cette collab qu'on s'est rendu compte que notre cible c'était pas forcément la bonne, qu'on n'était pas au bon endroit et voilà, ça fait 6 mois, ça passe super vite et en même temps on se dit qu'en 6 mois, des fois on se dit ça passe vite, des fois on se dit ça passe pas assez vite et voilà, là on travaille, on est sur un autre gros projet. On prépare une campagne de crowdfunding. Donc on bosse sur un nouveau kit et on est parti chercher une collaboration qui pour nous, on espère, va nous faire va nous donner un gros boost de visibilité. Tu peux en parler déjà un petit peu ou c'est encore... On ne peut pas trop encore en parler. Ça arrive bientôt. De toute façon, vous aurez les liens en barre d'infos. Mais voilà, c'est une personne de renom, on va dire, dans la cuisine française et la pâtisserie aussi. Et voilà. Ça rentre avec votre désir de vous associer avec des pâtissiers maintenant. Ouais, surtout lui, en fait, ça faisait depuis la création de Kitmaster, limite, on voulait vraiment le rencontrer. Et en fait, on a eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois. Et à chaque fois, il venait pas, ou on pouvait pas, il y avait toujours un truc qui faisait que ça se passait pas. Et le jour où on a pu le rencontrer, on s'est dit, là, faut pas qu'on rate le coche, il faut aller lui parler, quoi. Donc au final, vous avez provoqué votre chance pour avoir... provoqué, il était en fait, c'était un peu servi sur un plateau, dans le sens où il vient à Station F, on s'est dit, c'est maintenant y aller, quoi. Après, oui, on est allé lui parler, et je pense qu'on se serait voulu si on l'avait pas fait, quoi. Et voilà. Ok, parce que... J'essaie de pas trop parler. C'est ça en fait qui est difficile. C'est que même moi je sais la collaboration et pour l'instant on ne peut pas encore en parler, mais je mettrai tous les liens dès que ce sera sorti en barre d'infos, vous aurez toutes les informations. Et juste pour vous dire que c'est hyper stylé, moi j'ai hâte de voir ça et vous aussi, franchement je vous mettrai tous les liens de toute façon. Et pour clôturer un petit peu l'interview, parce que c'était super intéressant et je pense qu'on aura beaucoup de matière, je pense que ça va beaucoup inspirer d'autres entrepreneurs. Et c'est cool parce que sur ma chaîne, pour l'instant, je parle beaucoup de cosmétiques et là, c'est trop cool d'avoir d'autres secteurs. Moi, ce que je voulais vous demander un petit peu, ce serait des conseils. Qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu de votre parcours entrepreneurial jusque-là
qu'est-ce que vous avez vraiment appris que vous n'avez pas forcément avant et qui pourrait inspirer d'autres personnes dans leur parcours? En fait, c'est déjà de pas réfléchir en fait. 40 ans, je sais que c'est dur, de vraiment d'essayer, en fait, de se dire on essaye et on fait en fait, et pas dire ici, parce que dans tous les cas, si t'essayes pas, tu sauras pas. Et puis oui, en fait, et si ça marche pas, bon, au moins tu te diras t'as essayé quoi. Donc déjà de pas vivre avec des regrets, je pense que c'est ça, de se donner à fond et de se dire ok, j'ai tout fait pour que ça réussisse, et ça n'a pas réussi, bon c'est pas grave, mais au moins j'ai tout fait. Et puis pour moi la deuxième chose, c'est aussi d'admettre le fait qu'en fait on peut pas tout faire tout seul. Même si en fait on est obligé au début, donc c'est ça le truc, c'est que on est obligé, mais qu'à un moment donné en fait on peut pas être expert dans tout. Et c'est pour ça que les gens, c'est pour ça que chacun a un métier différent, et que dans une entreprise il y a autant de gens, c'est que chacun en fait a son truc, et que au bout d'un moment en fait il faut aussi accepter en fait de se faire aider, ou de se dire en fait on peut pas en fait là on peut pas, on a atteint un plafond de verre où ok, faut admettre que oui on peut pas tout faire tout seul, et il faut se faire aider quoi. Donc je pense que c'est dur au début en tant qu'entrepreneur de se dire bah non en fait je peux tout faire tout seul, et parce qu'on a envie comme c'est son projet, on a envie de tout contrôler. C'est ça. Et tout contrôler, mais en fait se faire aider, après c'est sûr que ça demande un travail en plus de faire comprendre ce qu'on veut. C'est ça. Et ça c'est dur, c'est dur au début, et c'est surtout une question de confiance en fait. Et je pense que nous on est dans cette phase là où maintenant c'est de faire confiance aux bonnes personnes, pour travailler avec les bonnes personnes en fait, parce que les compétences on peut en trouver dans plein de personnes différentes, mais il faut être aligné avec la personne, il faut avoir confiance en la personne, et vouloir travailler avec elle au quotidien quoi. Donc voilà mon conseil. Et toi Hiroshi, tu aurais un conseil à partager? Moi je dirais d'être dans le partage et dans l'échange en fait, de vraiment parler de son projet, et de s'entourer. En fait, en un an on s'est entouré de plein d'entrepreneurs, de gens comme nous qui se lancent, et en fait des opportunités, il y en a vraiment partout. Enfin, dès que vous échangez avec quelqu'un, que vous rencontrez et tout, et de ne pas avoir peur en fait, d'aller vers les gens. Nous, on avait vraiment un blocage au début, on a moins maintenant. Et en fait, les gens, ils adorent échanger, surtout quand tu es entrepreneur, tu aimes bien avoir un retour d'une autre personne. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter à parler aux autres. Se lancer, parce que nous, on avait pas mal d'opportunités, des petites rencontres qui ont fait qu'on a avancé d'un pas. Et c'est des gens qui nous soutiennent au quotidien, donc c'est vraiment cool, surtout quand on est en milieu où on n'a pas d'entrepreneur, on n'a pas de connaissances. S'entourer de gens qui entreprennent, c'est hyper important. C'est génial, parce que ces conseils-là, j'ai l'impression que vous les donnez à moi, parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Parce que c'est difficile pour moi en général de déléguer, et j'ai toujours tout fait toute seule. Même si j'essaie de prendre des stagiaires, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui ne voit pas forcément ce que tu parles. C'est compliqué d'essayer de les transmettre la même vision que toi, et en plus ça me frustre si la personne n'a pas la même implication que moi. Je me dis je peux le faire, vas-y je vais le faire. Et au final je me retrouve à tout faire, mais pas bien, vu que je suis humaine et je peux pas tout faire moi-même. Donc c'est pareil, c'est mes next steps, c'est apprendre à déléguer et essayer de m'entourer aussi des bonnes personnes, et surtout d'aller voir les personnes. Parce que je suis grave comme toi, je suis grave réservée, grave timide, et je me fais toujours des films avant d'aller parler à la personne. Et quand tu parles à la personne, tu te rends compte que elle est super intéressée par ton projet, elle est normale entre guillemets, et ça t'a pas tué au final, et ça change tout. Et les personnes t'apportent des tips ou te donnent des conseils. Et même des contacts. Des contacts, ça aide beaucoup. Donc génial pour ça. Et moi j'aimerais finir sur quelque chose un peu, c'est fun pour moi, de savoir quel serait votre plus grand rêve, en rapport avec l'entrepreneuriat ou pas du tout, ou si vous voulez le partager, si vous en avez un que vous voulez partager. Voilà. C'est quoi? Bien, mon rêve pour Cakemaster, ça serait que la boîte elle ait un succès de maths, que tout le monde connaisse nos kits, et que franchement qu'on puisse en vivre en vrai. Ce serait le top du top, qu'on ait une boîte qui a connu un succès quoi. Génial. Moi j'étais partie sur un rêve personnel. J'étais pas sur Cakemaster, mais non, Cakemaster c'est déjà, oui, je pense que c'est aussi simple que ça en fait. Au final on est ambitieuse et tout, mais je pense que la première, en gros nous on fonctionne toujours par petits objectifs, par objectif. Et après déterminer cette station F, là c'est ce projet là, et en fait je pense que là l'objectif ultime c'est juste, comme elle a dit, c'est de pouvoir être en capacité de se payer en fait, et se dire
on a réussi à avoir une fiche de paie via notre travail. Et ça paraît anodin, en fait, je pense. Enfin, je pense que ça paraît anodin pour peut-être des salariés. Je pense que les entrepreneurs ils comprennent plus. Mais et même nous, en fait, on se disait, ouais, enfin, en gros, avant, on n'avait pas ce truc de toute façon, à la fin, on a un truc qui tombe, quoi. Enfin, on travaille pour, mais il y a quelque chose qui tombe. Mais aujourd'hui, bah, en tant que chef d'entreprise, bah, on sait que pour sortir cette fiche de paie, tu vas quand même sortir des cotisations et tout. Et en fait, ta vision en fait, du truc est totalement différente. Et je pense qu'aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un SMIC, quoi. Et je suis trop contente. Enfin, et après, je me dis que ça a changé complètement ma vision des choses. Surtout qu'avant, j'étais en finance. Donc, déjà, faut le dire, les standards de salaire n'étaient pas du tout les mêmes. Et alors qu'on était au-dessus de la moyenne et que voilà, j'étais en banque d'investissement à un moment donné. Puis après, j'ai fait de la finance d'entreprise. Mais voilà, les standards n'étaient pas les mêmes. Et aujourd'hui, je sais que même, enfin, admettons, on va dire que si Kickmaster demain ça se passe mal et que je retourne travailler, mais même avec un SMIC, moi je serais très contente en fait. Et je trouve que ça, en fait, rien que pour ça, je suis contente d'avoir fait cette aventure-là parce que ça a changé totalement ma vision des choses. Et sinon, mon rêve, on va dire, mon rêve, c'est un peu, je pense que ça correspond un peu à ma personnalité, mais c'est, enfin, ce côté indépendant que j'ai, c'est juste de pouvoir me dire que je peux travailler où je veux, quand je veux, en fait. Et pas de, voilà, c'est juste, c'est simple et pas simple, mais de se dire, ok, que demain, avec Kickmaster, je serai en capacité, en fait, d'avoir quelque chose qui tourne et qui marche et que je peux, bah, demain, si j'ai envie de partir 2 semaines quelque part et travailler de cet endroit-là, que je puisse le faire, quoi. Tu me parles particulièrement. Et donc c'est travailler, c'est pas forcément être en vacances, mais c'est travailler, avoir cette liberté de travailler, voilà, et qu'on a aujourd'hui en entrepreneuriat. Mais c'est vrai que après, voilà, comme on a plein de stress, on a plein de taf, au final, on n'a pas forcément cette liberté-là. Mais voilà, c'est ce que beaucoup recherchent aussi quand ils entreprennent, quand ils commencent à entreprendre, c'est aussi pour la liberté. Et c'est quelque chose que tu n'as pas forcément au début, en fait, quand tu te rends compte de tout ce qui se passe. Bah, c'est un sacrifice, mais c'est comme ça, on se dit, bah, on fait l'un pour que plus tard, ça paye, en fait. C'est génial que tu le dises parce que moi, c'est vraiment exactement ma vision. J'ai pas fait, enfin, mes études, en tout cas, j'ai fait des études internationales pour voyager. Donc, quand tu me parlais des US, je me suis dit, je veux y aller. Et là, du coup, à cause d'Utopia, qui est ma marque, je me retrouve à rester en France et je suis super frustrée par ça. Mais en même temps, je vois, sur le long terme, je vois totalement pouvoir avoir cette flexibilité-là. Et même si j'ai ma team, de pouvoir de temps en temps voyager et travailler de là où je veux. Et c'est vraiment mon rêve et c'est vraiment ça aussi qui me motive dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir cette flexibilité-là et de pas me dire que demain je dois demander à mon boss de ça, avoir des vacances. Donc non, c'est génial. C'est aussi mon rêve, je partage ça à 100%. Ça, c'est un investissement en fait, c'est un investissement que tu fais et qui portera ses fruits très bientôt, j'espère. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, c'était trop bien, c'était trop intéressant. Merci. Et franchement, je vous souhaite le meilleur pour Kickmaster. J'ai hâte de suivre. Suivez la collaboration qui va sortir parce que ça va être du lourd. Dans tous les cas, je vous mettrai tous leurs liens en barre d'infos. Et merci encore pour cette interview. Merci à toi. Avec plaisir.